Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire qui est donc consacré à la facturation électronique. Je suis Élodie Brégère, responsable budgétaire et contrôleuse de gestion à la Chambre d'agriculture de Lyon. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette session consacrée donc à la facturation électronique. Aujourd'hui, l'objectif de la Chambre d'agriculture est d'être un facilitateur d'accès à cette information. Notre objectif, c'est de rendre cette réforme voulue et mise en œuvre par l'État plus lisible, plus concrète, et de vous aider à anticiper sereinement les changements à venir pour vous et pour vos entreprises. La DGFiP présente ce jour demeure l'autorité responsable du message institutionnel qui va vous être délivré. À ce titre, le président Arnaud Delestre et le directeur François Havet tiennent à remercier particulièrement pour leur présence, leur disponibilité et leur engagement dans l'accompagnement des acteurs du territoire, Madame Dominique Gontard et Monsieur Gilles Salomon, que je vais laisser se présenter aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dominique Gontard, je suis directrice départementale des finances publiques, accompagnée de Gilles Salomon, qui est le référent facturation électronique et qui va largement assurer cette présentation ce matin. Nous sommes chargés dans le département d'animer la communauté de relais sur ce grand projet qui est la facturation électronique. Alors, je dis communauté de relais, bien entendu, les chambres consulaires au premier chef, mais également les experts comptables qui sont aussi très largement vos partenaires et qui vont pouvoir aussi, bien entendu, répondre aussi à beaucoup de vos questions très certainement. Mais nous sommes chargés également, bien entendu, d'accompagner les entreprises, d'accompagner également tous les assujettis de TVA qui vont être soumis à cette réforme, notamment par exemple les collectivités locales aussi dans le département. Et donc, nous allons le voir, une réforme qui va se mettre en place progressivement avec deux dates essentiellement. 1er septembre 2026, obligation de recevoir, d'être en mesure, d'être en capacité de recevoir des factures électroniques. Et 1er septembre 2027, cette fois-ci, être en mesure d'émettre des factures électroniques. Tout au long en tout cas de cette présentation, on va vous expliquer ce qu'est la facturation électronique. On va le voir, ce n'est pas un simple PDF. Cela va plus loin et va permettre des gains de temps, de trésorerie pour les entreprises, faciliter les démarches en matière de facturation, y compris de relance, et donc faciliter aussi le recouvrement des factures. Pour l'État, on ne le cache pas, ça va permettre aussi bien entendu de faciliter le recouvrement de la TVA. Mais pour les entreprises, ça va simplifier aussi les démarches en matière de déclaration de TVA. C'est un point aussi extrêmement important. Et donc, ce sont ces différents, je dirais, éléments qu'on va essayer de mettre en avant ce matin. Mais je crois que avant de dérouler, nous allons peut-être vous redonner. Cette réforme portée par la Direction générale des finances publiques marque donc une étape majeure dans la modernisation des échanges économiques et fiscaux. Comme vous l'a rappelé Mme Gontard, la facturation électronique, c'est une nouvelle manière d'émettre et de recevoir des factures. C'est un système qui est structuré, qui est normé, qui est automatisé et ça va donc au-delà d'un simple PDF qui pourrait être envoyé par mail. Ça concerne l'ensemble des entreprises, y compris le monde agricole, qui représente un secteur essentiel et avec des spécificités fortes. C'est l'objet de ce webinaire également. Il a donc pour objectif de présenter les enjeux, le calendrier et les modalités de la facturation électronique, clarifier les démarches à entreprendre pour en être en conformité et répondre aux questions que vous pourrez poser pour comprendre, accompagner la compréhension du dispositif compte tenu des spécificités de chacun. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et à tous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement à la Chambre d'agriculture de nous permettre effectivement
de partager des informations avec vous donc ce matin. Donc, on va vous faire une présentation qu'on va essayer effectivement la plus dynamique possible et bien sûr, on essaiera de répondre au maximum de questions et éventuellement dans un deuxième temps, si on n'a pas pu répondre effectivement ce matin à l'ensemble des questions. Une réforme effectivement qui arrive dans une phase effectivement très opérationnelle hein, sur l'année 2026, puisque effectivement donc un certain nombre effectivement d'obligations vont rentrer à compter de septembre 2026 pour les opérateurs économiques. On va voir effectivement donc vous présenter en plusieurs temps voilà pourquoi cette réforme, qui, comment et voilà quelles sont effectivement les mesures d'accompagnement et d'information pour effectivement que vous puissiez bien appréhender cette réforme, les enjeux et faire les bons choix, notamment de la plateforme qui agréée, qui vous permettra effectivement d'échanger les factures avec donc vos partenaires actuels, commerciaux ou partenaires économiques. Jusqu'à aujourd'hui, donc on peut lancer le support, voilà, qui vous sera diffusé. Jusqu'à aujourd'hui, donc les règles de facturation existent et on s'aperçoit qu'elles sont diverses, puisque aujourd'hui, donc on va avoir un opérateur énergéticien qui donne l'accès donc à ces factures via un compte donc client donc pour aller récupérer les informations. Il y a des échanges de factures qui vous arrivent par mail ou par courrier. Et effectivement, l'État a souhaité effectivement apporter un peu plus d'harmonisation, sachant qu'il y a environ à peu près 15 à 20% des factures qui s'échangent aujourd'hui, alors sans obligation, de manière effectivement contractuelle, tout à fait libre, donc entre opérateurs économiques qui s'échangent de manière dématérialisée. Ce sont souvent des très grands groupes, donc au niveau industriel, et effectivement en tirent un certain nombre de profits dans leurs actes de gestion. Et le législateur a souhaité effectivement proposer ces solutions pour l'ensemble effectivement de l'écosystème. Donc on va voir effectivement qui est concerné. Ce sont des éléments qui effectivement peuvent me poser dans votre quotidien pour vous, vos conseils, vos comptables, pour la tenue effectivement de votre comptabilité, ou effectivement tout simplement pour effectivement avoir les bonnes informations dans vos actes de gestion de vos exploitations ou entités. Aujourd'hui, effectivement, vos factures arrivent effectivement de manière un peu effectivement diverse. Il y a des difficultés pour retrouver quelquefois effectivement les factures. Est-ce qu'elles sont bien reçues? Est-ce que effectivement je les ai bien archivées? Il peut y avoir effectivement entre vous et puis vos comptables redondance d'informations, une incertitude sur les données qui sont saisies, hein, quelquefois et donc des allers-retours, et également des difficultés pour déterminer, parce que c'est aussi un enjeu effectivement des acteurs économiques, les délais de paiement et effectivement pour effectivement savoir à quelle date effectivement je peux récupérer effectivement les sommes liées à une facture, parce que lorsque vous adressez une facture, l'enjeu c'est d'être payé bien évidemment. Donc dans ce contexte, donc l'État a souhaité effectivement généraliser donc cette dématérialisation des factures, et l'État devient effectivement assure un rôle de régulateur dans les échanges sur les factures électroniques, puisque comme vous l'avez peut-être vu, cette réforme donc a débuté donc à partir de 2023. Il était envisagé d'avoir une plateforme publique. Donc désormais, donc il n'y aura que des opérateurs, donc des plateformes agréées qui vont effectivement échanger les factures entre opérateurs. Et l'État joue un rôle de régulateur, de sécurisation des process,
et qui a permis effectivement, alors, la slide suivante, l'État effectivement a normé donc et standardisé donc les factures électroniques. Donc il y a 3 formats, on va y revenir, qui sont structurés et souhaiter sécuriser donc les échanges entre acteurs économiques qui seront désormais tracés, donc qui pourront effectivement être complètement partagés. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Et donc le client et fournisseur pourront les deux visualiser de l'envoi de la facture jusqu'à la réception et jusqu'au paiement, effectivement, où en est la facture. Donc ça, effectivement, ce seront des informations complètement partagées entre un client et un fournisseur qui devraient effectivement limiter les litiges sur ces opérations qui peuvent apparaître. Donc cet élément est véritablement important. Donc le souhait également de l'État, c'est que s'assurer que tous les acteurs économiques pourront véritablement bénéficier des avantages de la facturation électronique et des gains de compétitivité qui sont associés. Parce qu'effectivement, à partir de l'envoi des factures, on compte sur une amélioration, une diminution des charges administratives liées à vos travaux de facturation, puisque il y a des travaux d'analyse, d'envoi à vos clients des factures, de s'assurer de la bonne réception, de s'assurer du paiement, de gérer les cas effectivement où il y a un litige sur la facture ou des échanges qui peuvent se faire avec votre client. Désormais, ces choses vont être dématérialisées. Donc tout ça permettra sans aucun doute d'avoir des gains qui seront plus ou moins variables, bien évidemment, en fonction du volume de facture et de la taille de l'entité. Ça va permettre, et on va le voir, ça a été abordé par Dominique Gontard également, de faciliter à terme donc le pré-remplissage des déclarations de TVA, puisque désormais, à partir des informations qui seront transmises entre un client et fournisseur, on va le voir, les informations vont redescendre auprès de l'administration, la DGFiP en l'occurrence, et ce sont des données qu'on pourra utiliser pour proposer un nouveau service de pré-remplissage donc à terme de vos déclarations de TVA, donc à partir de données qui sont sécurisées. C'est aussi, ça va permettre, puisqu'il y aura des échanges d'informations, de lutter contre la fraude. Ça, c'est quelque chose qui est important, même si effectivement, et de diminuer l'écart de TVA entre la réalité économique et le déclaratif, permettre un commerce de manière équitable et loyale entre opérateurs, donc par rapport aux règles existantes, et puis de permettre une connaissance du tissu économique par rapport à des données plus contemporaines et pouvoir effectivement apporter, l'État apporter des solutions par rapport à des éléments de crise qui ont pu effectivement être constatés peut-être. Oui, là, on l'a vu dans la période du Covid, où il fallait réagir très vite pour l'État, pour mettre en place notamment le fonds de solidarité. Avoir des informations vraiment très contemporaines, parce qu'à chaque fois, lorsqu'on nous demande un diagnostic sur un département, essentiellement, on est capable de le faire à partir des déclarations de TVA, mais toujours donc avec un effet retard d'1 mois, voire surtout de 3 mois même, souvent c'est trop tard par rapport à une situation économique qui peut brutalement évoluer. On voit malheureusement dans les périodes actuelles. Là, en situation de crise, tous l'État et bien entendu l'ensemble des acteurs économiques pourront partager aussi une situation sur des données contemporaines. Et ça, c'est aussi un élément important à prendre en compte, un des avantages aussi de la facturation électronique dans la gestion des crises économiques que l'on peut malheureusement connaître. Alors, il faut véritablement voir cette réforme qui est uniquement une réforme sur le vecteur de transmission donc des informations, des factures
entre deux acteurs économiques, hein, un exploitant agricole et sa coopérative, un exploitant agricole et son client. Donc ça, c'est une réforme qui concerne cette transmission d'informations. Il n'y a aucunement une réforme, donc un impact sur la fiscalité, notamment les règles de TVA qui restent les mêmes, les règles d'exigibilité qui restent les mêmes. Donc on est véritablement donc sur une réforme de la transmission et de la simplification. Et à terme, c'est une simplification des démarches que réalisent actuellement les entreprises, puisque c'est une simplification dans l'envoi des factures aux clients, et donc dans un objectif recherché par la facturation, bien sûr, d'être payé par rapport à une prestation ou une vente, donc et d'être en capacité peut-être de réduire le délai de paiement qui est recherché, puisqu'il y a une transmission un peu plus rapide. C'est aussi la possibilité, en fonction des outils que vous choisirez, de pouvoir alimenter directement ou indirectement plus rapidement donc la comptabilité, puisque effectivement pour échanger avec les experts comptables, il arrive que pour tenir la comptabilité, ils vous réinterrogent ou ils recherchent des pièces justificatives pour établir la comptabilité. Là, effectivement, tout sera dans un même lieu, au même endroit, stocké, et qui pourra permettre effectivement d'être reversé directement ou indirectement dans votre comptabilité et d'avoir une vision plus contemporaine aussi de votre comptabilité, et ça soit utilisé aussi comme un outil de gestion et de pilotage de vos exploitations, de vos entreprises. Et puis, une transmission directe d'informations à l'administration fiscale. Donc, on l'a évoqué avec le remplissage des éléments, puisqu'il y a cette démarche. Donc, elle sera simplifiée puisque les informations redescendront à terme directement donc, auprès de l'administration fiscale. Et puis, je le vois dans le secteur agricole, mais pas que, ça va permettre aussi, côté administration, côté DGFiP, d'améliorer la gestion et l'accélération aussi des remboursements de crédit TVA, puisqu'on aura les informations plus contemporaines. Il arrive très régulièrement pour poursuivre cette activité où les services vous demandent des pièces justificatives par rapport à une demande. Donc il y a un délai d'instruction qui peut prendre en moyenne donc un mois, une trentaine de jours. Là, bien évidemment, on va utiliser ces données qu'on aura effectivement quasi de manière concomitante par rapport aux envois, et pouvoir réduire aussi les délais de restitution des crédits de TVA. Donc véritablement pour profiter de cette réforme à plein, comme le font déjà les grands groupes qui, sans obligation, sont déjà dans une démarche de dématérialisation, c'est vraiment effectivement utiliser à plein ces nouvelles solutions, donc de l'envoi direct de la facture, de l'alimentation de la comptabilité, et puis de la transmission des informations à l'administration, pour véritablement tirer profit de cette réforme qui va toucher effectivement l'ensemble, et on va le voir après, l'ensemble des acteurs économiques, donc de manière très large par rapport effectivement à ce qu'on peut constater dans d'autres États. Alors, on va passer maintenant qu'est-ce qu'on va appeler une facture électronique, hein, donc ça a été reprécisé donc en introduction. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF qui est adressé par mail, puisque là, dans vos démarches commerciales, il arrive très régulièrement que les factures sont adressées aux clients donc par mail et via un PDF. Donc, même si des outils permettent de lire ces PDF et de pouvoir exploiter les données, le législateur, donc avec donc les acteurs économiques et l'AIFE, donc a normé donc les attendus et la structuration des données donc qui étaient nécessaires pour l'exploitation à la fois des entreprises et à la fois de l'administration. Donc, ce qu'on appelle une facturation électronique, ce sont une facture qui est émise, transmise et reçue sous un format complètement dématérialisé. Alors, vous voyez effectivement sur le support, c'est assez illisible pour moi et tout un chacun.
Là, pour le coup, ce sont des éléments de facturation électronique. Alors, ce sont des codages, hein, donc des données avec des bornes qui permettent à des outils de lire les éléments. Donc, c'est complètement illisible pour un humain, mais ce sont ces éléments d'information qui vont circuler entre un client, donc un fournisseur et son client, et ces éléments qui vont revenir, donc qui seront transmis donc auprès de l'administration fiscale. Donc, ce sont ces données qui ont été définies, je vais le repréciser, qui sont des données qui peuvent être lues par des systèmes, des logiciels complètement de manière automatique. Chose importante, il y aura un eurodatage, donc dès lors qu'une facture sera transmise, il y a un cycle de vie de cette facture, et donc il y aura une date, donc qui sera certaine, on va dire, et qui sera partagé entre le fournisseur et son client, donc, qui effectivement à partir d'une date d'envoi, on envoie à la poste actuellement, voilà, il y a une date d'envoi, et ben là effectivement de manière informatique, il y aura un eurodatage de ces éléments, et donc tous ces données pourront être lues, utilisées par le client et qui sera consultable directement sur son ordinateur de gestion, dans sa comptabilité, où on le verra tout à l'heure par rapport aux solutions qui seront proposées en fonction de votre taille et de vos besoins sur des applicatifs qui vont permettre effectivement de rentrer dans cette réforme et directement sur les téléphones, par exemple, pour savoir quelles sont les factures que vous avez reçues de votre fournisseur. Ce sont des éléments qui vont permettre donc d'utiliser ces données. Donc voilà, véritablement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une facture électronique, ce sont des données structurées qui seront utilisées et ce ne sont pas des PDF qui peuvent être adressés actuellement par mail. Alors, quelles sont les données de la facture électronique? En fait, on s'appuie sur les règles légales donc, qui sont codifiées en matière d'obligations, donc des données attendues sur une facture, puisqu'il y a des obligations en matière de facturation. Donc là aussi, cette réforme ne remet pas en cause la réglementation en matière d'obligations de facturation professionnel, il y a des obligations de facturation avec un certain nombre de données qui sont légalement attendues sur une facture. Avec un particulier, vous vendez donc les produits de votre exploitation à des clients particuliers, vous n'avez pas d'obligation d'émettre de facture. Avec cette réforme, les choses ne vont pas changer. Vous n'aurez toujours pas l'obligation de facturer, on le verra. Quels sont les impacts? Il n'y aura pas d'obligation de facturer à un client particulier. Hein, donc, vous vendez vos produits d'exploitation à un client qui vient acheter des fruits, des légumes à la ferme, il n'y aura pas d'obligation de facturation. Encore une fois, cette réforme ne remet pas en cause ces éléments-là, mais on a souhaité reclarifier donc les données attendues sur une facture, donc qui sont revues dans le cadre de la facturation électronique, que ces données, elles vont être partagées, elles sont communes entre un client et fournisseur et attendues de l'administration. On reprend l'intégralité des données et on a rajouté quelques éléments d'information nouveaux qui sont nécessaires pour la circulation d'informations. Donc, on a rajouté le SIRAN du destinataire, le SIRAN du client. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce SIRAN, on va pouvoir faire circuler, à partir d'un annuaire, je vais y revenir, les factures de manière automatisée. Donc, c'est une information essentielle pour bien flécher les factures, pour qu'elles arrivent au bon destinataire. Ensuite, on a besoin d'un certain nombre d'obligations qui vont être mises en place avec cette réforme. Ce sont les catégories d'opérations qui sont réalisées. Est-ce que je réalise une vente de biens, de marchandises, ou est-ce que je réalise une prestation de service? Donc, ce sont ces informations qu'il va falloir faire apparaître nouvelles sur vos factures.
Et puis des choses qui existaient mais qui n'étaient pas forcément toujours apparentes sur les factures. Donc, puisqu'en matière fiscale, j'y reviendrai tout à l'heure, on a une particulière en France avec une règle d'exigibilité donc de la TVA pour certaines opérations, notamment dans le monde agricole ou de prestation de services, d'exigibilité de paiement de la TVA, donc à l'encaissement. Il est possible d'opter pour les débits, c'est-à-dire rendre exigible la TVA au moment de la facturation. Et donc ça, c'est une information qu'on a besoin dans le cadre de cette réforme. Donc les personnes qui ont opté pour le paiement pour les débits dans le cadre habituel, donc, devront le faire figurer sur leur facture. Et ensuite, on a besoin pour des opérations tout à fait particulières, notamment en matière justement de lutte contre la fraude, en matière de carrousel TVA, donc ça, peu ou pas concernés par ces éléments. Ce sont des informations sur le lieu de livraison des biens lorsque celui-ci va être différent du lieu de l'adresse du client, l'adresse de facturation. Voilà, ce sont des informations nouvelles. Et tous ces éléments vont être indiqués dans les logiciels de facturation de manière effectivement à venir alimenter ces informations qui sont utiles. Après, le reste, vous restez tout à fait possible de faire figurer sur votre facture votre logo, les horaires, les promotions ou les tarifs. Voilà, ce sont des éléments, ça d'information générale et informations que vous pourrez faire figurer, mais qui ne vont pas redescendre donc, auprès du client ou auprès de l'administration. Ça, ce sont des informations, on va dire, générales qui pourront figurer sur les. Donc voilà un petit peu sur les informations utiles sur ces notions de facture électronique. Donc encore une fois, ce n'est pas une réforme sur la règle de facturation, uniquement des informations complémentaires qui sont utiles pour la transmission des données de facturation au client ou à l'administration. Donc ensuite, une fois que voilà, on a posé le cadre, qu'est-ce qu'une facture, quel est le public concerné? Donc comme ça a été abordé en introduction, donc il y a plusieurs pays qui ont déjà mis en place cette réforme de la facturation électronique, notamment en Europe, il y a l'Italie, la Belgique donc vient d'y passer, et puis des pays sont en train d'y réfléchir, et puis il y a effectivement en Amérique du Sud un certain nombre de pays qui sont déjà sur cette facturation électronique. Au niveau français, on a souhaité que cette réforme couvre très largement le spectre donc du secteur économique, y compris, comme l'a précisé Madame Lontard, toute la sphère publique, puisque les collectivités donc sont aussi concernées. Et cette réforme, elle concerne l'ensemble donc des entités qui sont soumises à la TVA. Et par-delà, on parle de assujetti. Donc c'est vraiment la notion d'assujetti qui est importante pour savoir si on est dans le périmètre et le champ de la réforme. Et la notion d'assujetti, ce sont des opérations qui sont réalisées de manière habituelle par un acteur économique. Donc ça couvre société, une personne, donc une association, une collectivité, donc peut rentrer dans le périmètre de la réforme, dans la mesure où elle réalise des activités économiques, et quelles que soient les activités économiques. Donc on couvre le spectre de l'intégralité des activités économiques. Activités, on est là aujourd'hui, bien sûr, l'ensemble des activités agricoles, mais ce sont les activités commerciales, industrielles ou libérales qui sont également concernées par cette réforme. C'est vraiment cette notion qui est importante. On vient couvrir, et là aussi c'est un enjeu aussi de cette réforme, y compris les personnes qui ne sont pas redevables de la TVA. Donc ce sont toutes les personnes qui sont en franchise en base. Pour faire simple, les auto-entrepreneurs qui ont une activité économique qui, de par la loi, en fonction des seuils de chiffre d'affaires, ne sont pas redevables de la TVA, ou les personnes qui sont dans le secteur agricole au remboursement forfaitaire agricole, donc ont bien une activité de manière habituelle, une activité économique, et on va le voir, sont soumis à cette réforme. Donc ce sont vraiment ces notions qui sont importantes.
à avoir dans le périmètre. Et puis à distinguer aussi des notions d'activité imposable ou exonérée, puisque la loi fiscale exonère un certain nombre d'activités, et on va le voir, quelles sont les incidences si j'ai mon activité qui est exonérée. Ce sont par exemple des professions libérales qui peuvent être exonérées par les lois, ou des activités, notamment on y reviendra un peu plus tard dans les cas d'usage, puisqu'on focus tout à l'heure sur les cas d'usage spécifiques aux professions agricoles. Les locations de terres ou de bâtiments à usage agricole sont exonérées de par la loi. C'est une notion importante. Donc, une fois qu'on a posé le cadre qui est extrêmement large, ce sont environ 11 millions d'acteurs économiques qui sont à peu près concernés par la réforme. Donc, on couvre un périmètre donc extrêmement large. Donc, cette réforme concernant la facturation électronique introduit 3 nouvelles obligations. C'est pour ça qu'on vient vous exposer ce cadre réglementaire nouveau qui effectivement est introduit par cette réforme. Donc, en fonction du périmètre des acteurs et de la territorialité des opérations, je vais y revenir. Le cas, bien sûr, premier de cette réforme, donc c'est échanger donc les factures entre 2 assujettis, 2 entités donc soumises à TVA. Donc c'est la transmission des factures électroniques donc qui vont être concernées. Donc je vais transmettre ma facture au lieu de l'adresser par PDF. Le fournisseur va transmettre à son client donc une facture de manière électronique. Donc ça devient une obligation prévue donc de par la loi, et donc plus seulement une option telle qu'effectivement ça pouvait exister. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'administration souhaite emporter un certain nombre d'informations pour offrir un service, par exemple pré-remplir vos déclarations de TVA. Et comme on l'a vu, dans certaines situations, il n'y a pas d'obligation de facturation, notamment par exemple lorsqu'on est sur une vente à un client particulier. Donc là, on va attendre, et une nouvelle obligation est mise en place, la transmission électronique de données de transaction. Donc, je vais y revenir, on va transmettre à l'administration des informations liées à des transactions avec des opérateurs pour lesquels il n'y a pas d'obligation de transmettre une facture. Par exemple, je suis le client particulier, je viens acheter des produits de la ferme, je n'ai pas de facture. Néanmoins, dans votre logiciel de facturation, vous allez indiquer ces informations sur la vente. Ces informations remonteront et devront remonter donc à l'administration. Bien sûr, elles ne remonteront pas au client particulier. Le client particulier n'aura jamais d'obligation, bien sûr, de recevoir ces données. Et puis, je l'ai un petit peu abordé, il y a une spécificité donc en matière fiscale, en droit interne, ce sont des règles d'exigibilité, puisque pour les activités notamment agricoles et les prestations de services, la TVA exigible donc au moment du paiement, cas particulier de la livraison, et pour pré-remplir la déclaration de TVA, à quel moment donc cette opération est exigible, on a besoin d'avoir des informations sur les données de paiement. Donc ça, c'est des informations qui vont remonter à l'administration uniquement pour ces opérations. Donc ça, ce sont liés à cette réforme, ça repose sur 3 nouvelles opérations, et on va y revenir en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, soit des données de facturation, c'est ce qu'on appelle donc en mauvais français le invoicing, donc la facturation électronique brute, c'est-à-dire la transmission d'une facture. Et puis ensuite, 2 nouvelles transmissions de données, soit des données de transaction, soit des données de paiement. Bon, pour faire clair, lorsque les données seront indiquées dans le logiciel de facturation, ces données seront directement remontées auprès de l'administration. Alors, quelles sont
pour entrer un petit peu plus dans le détail, quels sont un petit peu les acteurs concernés par ces obligations. Donc la facturation électronique, elle va concerner donc deux assujettis à la TVA qui sont établis en France. Bien cette notion territoriale, donc ce sont deux acteurs économiques qui sont établis en France. Donc au lieu d'envoyer votre facture de manière papier ou en PDF, désormais, il y a cette obligation de transmission d'informations de manière dématérialisée. C'est ce que vous allez retrouver dans la documentation assez régulièrement, ce qu'on appelle le B2B, hein, voilà, sur les acronymes, voilà. Il faut savoir que ça concerne des assujettis à la TVA qui sont établis en France, et y compris, donc, puisque c'est cette notion d'assujetti et non pas de redevable, y compris les acteurs qui sont au RFA ou donc auto-entrepreneurs. Donc ça, ce sont des informations importantes. Alors, quelques exceptions pour toutes les activités exonérées, par exemple le médecin, des activités éducatives ou certaines activités agricoles, je l'ai exposé tout à l'heure, sur la location de biens, ce sont des activités qui sont exonérées, donc il n'y aura pas l'obligation, donc pas obligatoire, l'obligation de transmission de manière dématérialisée. Donc, ces opérateurs continueront à transmettre donc ces pièces à leurs clients de manière effectivement classique. Hein, donc il n'y a pas de modification par rapport à ça. Donc ça, c'est le point important. Donc je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment le périmètre d'assujetti sur le territoire français. Ensuite, comme évoqué, on a besoin, le spectre est large, donc de récupérer des informations sur les transactions. Donc ça concerne essentiellement ce qu'on met derrière l'acronyme B2C. Donc ce sont toutes les ventes donc qui sont réalisées à des non-assujettis, donc essentiellement donc les particuliers. Là, on ne remodifie pas les obligations de facturation, et donc ce sont des données qui vont être transmises à l'administration, notamment pour pré-remplir vos déclarations de TVA. Et puis, il y a toutes les opérations, et là c'est aussi un champ important, qui se passe, donc toutes les opérations qui se passent dans l'Union européenne, donc que ce soit les acquisitions intracommunautaires, vous achetez un matériel agricole, donc par un fournisseur donc établi dans un territoire de l'Union européenne. Pour l'instant, vous devez donc déclarer cette opération en matière de TVA. On aura besoin effectivement d'avoir cette donnée de transaction donc qui soit transmise à l'administration, puisqu'on ne peut pas imposer à l'État étranger de remplir effectivement cette obligation de transmission de facture. Donc ça, ce sont des informations qui vont remonter par l'acquéreur, de manière un peu exceptionnelle. Et puis toutes les ventes au sein de l'Union européenne, ce qu'on qualifie de livraison intracommunautaire. Donc là aussi, ce sont des informations, de données qui seront transmises à l'administration via vos plateformes. Donc on exclut matériel. Pourquoi? Parce que les douanes nous transmettent déjà ces informations, et elles sont déjà pré-remplies sur vos déclarations de TVA. Donc derrière, effectivement, cette donnée de transmission de données, on a tout ce spectre-là, et il faut retenir, ce sont les opérations hors du territoire français, et essentiellement les opérations qui sont faites à des particuliers. Et puis ensuite, par rapport aux règles d'exigibilité, pour les acomptes ou les prestations de services, notamment pour lesquels la TVA est exigible à l'encaissement, on a besoin d'avoir une information à quel moment le paiement a été réalisé. Donc ces éléments d'information, ça fait partie des nouvelles obligations aussi qui seront transmises. Donc voilà, il faut bien retenir, derrière cette réforme, il y a 3 nouvelles obligations de transmission des informations en fonction du client fournisseur et en fonction de la territorialité de l'opération. Alors, pour vous donner de manière très, puis on pourra peut-être revenir s'il y a des questions sur ce sujet. Bon, il faut savoir que sur les données donc de facturation, on a vu
voilà, il y a un volume d'informations. Je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, il y a 34 données qui vont être transmises, et on en rajoute 4 nouvelles à terme, donc qui vont être transmises entre opérateurs et donc ensuite à l'administration. Pour les opérations, donc ce qu'on appelle la transmission de données, que ce soit de transactions ou de paiement, des informations spécifiques donc, et en nombre limité vont être transmises. Donc ça va être essentiellement pour les opérations avec des non assujettis, une ventilation par journée, donc des opérations hors taxe réparties par taux de TVA et le montant de la TVA. Donc ça, c'est des logiciels qui vont permettre effectivement de collationner ces données par journée, donc c'est pas opération par opération. Et puis pour les opérations donc internationales, donc qu'on a vu soit au sein de l'Union européenne, soit hors Union, donc en ce qui concerne les exportations. Donc ce sont les données qui sont similaires aux données de facturation. Par contre, voilà, il n'y a pas de SIRAM pour un non assujetti, donc bien sûr cette opération ne va pas être communiquée. Et par contre, c'est le numéro de TVA intracommunautaire qui pourra effectivement être transmis, qui est connu normalement dans vos logiciels et dans vos espaces donc, de vos comptes clients. Donc ce sont ces éléments d'information qui vous seront transmis. Et en matière de données de paiement, ce sont des informations, pareil, limitées en nombre limité, la date d'encaissement, le montant encaissé par taux de TVA, et le numéro de facture lorsqu'on était dans une obligation de facturation. Par exemple, j'ai une prestation à un assujetti, je suis bien dans l'obligation de transmettre une facture de manière dématérialisée, et en plus, je dois transmettre des informations sur le paiement, et il nous faudra le numéro de la facture pour que les informations puissent matcher. Donc voilà un petit peu ce cadre général par rapport aux quelques informations qui sont attendues dans ce qu'on appelle le e-reporting. Donc c'est plutôt effectivement, c'est une terminologie voilà, anglo-saxonne, mais c'est plutôt la transmission des données qui se cachent derrière ce terme. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Et ces informations, on les attend donc auprès de l'administration fiscale. Donc là, je vais revenir dans le qui fait quoi sur la transmission des informations un peu plus tard dans l'exposé. Ces informations ce qu'il faut retenir, vont arriver de manière différenciée en fonction du régime d'imposition à la TVA. Donc soit et c'est là qu'on va avoir ce qu'on exposait tout à l'heure, les informations de manière un peu plus régulière, puisque pour quelqu'un qui est au régime réel normal, les données de transaction vont arriver de manière effectivement par décade, donc 3 fois dans le mois, donc seront transmis. Donc actuellement, on a les informations en matière de TVA, effectivement le mois suivant, donc qui sont déclarées. Là, l'administration va collecter ces informations au cours du mois, voilà, par décade, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis peut-être les personnes qui sont dans la démarche un peu plus simplifiée, qui sont auto-entrepreneurs. Alors, j'en profite parce que je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure. Les factures sont transmises quasi instantanées. C'est en tout cas à J+1. Donc, quand vous allez valider votre facture, elle va partir et potentiellement arriver donc en fonction des informations qui seront transmises sur l'annuaire, j'y reviendrai, donc vont arriver chez le client à J+1. C'est pour ça qu'on remplit on raccourcit ce délai. Donc, à partir de la validation de la facturation, elle arrive quasi instantanément. Bien sûr, ça, c'est un point important parce que c'est vrai que quand on rentre un peu dans la mécanique de la facturation électronique, tout de suite, on voit quand même peut-être la complexité, mais du point de vue, je dirais,
de l'entreprise, il faut voir que vous rentrez, vous établissez votre facture, vous avez déjà fait le choix d'une plateforme qui va gérer instantanément, je dirais, toute cette partie très technique qui vous a été exposée pour comprendre un peu le cadre. Mais en tout cas, vous n'avez pas, je dirais, à l'assumer en direct. Vous établissez simplement votre facture, vous ne l'envoyez plus par papier, vous ne l'envoyez plus par mail, vous ne relancez plus non plus, après avoir bien entendu dans je dirais, dans votre système de facturation, ce qui est prévu en la matière. Ça arrive effectivement dès le lendemain chez le client et c'est là, bien entendu, où sont attendus les gains en termes, je dirais, de gestion administrative et également de trésorerie. Ça, c'est vraiment un élément important. Il nous faut insister aussi sur ce point parce que là, vous voyez, je dirais, la complexité de cette réforme. Mais c'est une réforme qui, je dirais, un peu comme peut-être le prélèvement à la source en matière de fiscalité, où dans un premier temps, on a eu un changement, bien entendu, à opérer. Aujourd'hui, on ne se voit plus véritablement faire machine arrière parce que c'est totalement rentré, je dirais, largement dans les mœurs on en voit aujourd'hui les avantages. On se demande même un peu comment on faisait précédemment. Bon, il y a un coup d'entrée, c'est incontestable dans cette réforme. Mais du point de vue des acteurs économiques, pour avoir vu quelques témoignages aussi de quelques opérateurs, notamment de très petites entreprises qui ont commencé à faire le choix aussi d'une plateforme et qui sont aujourd'hui émettre, mais en tout cas d'être entrés dans un nouveau système de facturation pour certaines d'entre elles, disent aujourd'hui, faire une facture, c'est beaucoup plus simple que ça n'était autrefois. Et après, je ne m'occupe plus de l'envoyer. Est-ce que ça a bien été reçu? Est-ce que je dois relancer mon client? Non, ça, j'ai la preuve. Voilà, c'est aussi des avantages que l'on va découvrir aussi sur, je pense, avec la pratique après le septembre 2026 et encore plus septembre 2027. Alors voilà, pour avoir posé ce premier cadre, peut-être il y a quelques questions. Après, on reviendra sur des cas d'usage qu'on a pu identifier concerne un peu plus voilà, dans le monde agricole, et puis on reviendra dans un dernier temps sur la partie effectivement plateforme, un petit peu pour voir un petit peu le fonctionnement général, et puis pour vous orienter pour justement, c'est quand même un des objets majeurs effectivement de cet accompagnement, sur quelle plateforme je dois ou je peux choisir pour vous éclairer au maximum pour faire votre choix éclairé. Puis il y a une question en direct qui a été posée, c'était est-ce qu'il faut conserver une copie papier de la facture pour archivage, entre parenthèses, une dizaine d'années? Parce que le fait de choisir une plateforme et d'avoir sa facturation dématérialisée enlève cette obligation de oui. Alors, bien sûr, les données, donc il y a des obligations, d'archivage qui perdurent, hein, donc en droit commercial et en droit fiscal notamment. Donc désormais, les plateformes, j'y reviendrai parce que ça fait partie aussi de l'état régulateur et de sécurisation des process. Donc les plateformes conserveront les données. Mais il y a toujours effectivement, en fonction de l'archivage aujourd'hui, ce point d'attention sur la plateforme. Voir de quelle manière, effectivement, quelles sont les conservations des données et comment elles sont mises à votre disposition. Donc, c'est un point qui est important à voir, soit avec, si vous avez un conseil, avec votre expert comptable. Voilà. Comment elles vont être conservées les données. Et dès lors qu'on passe à une facturation complètement dématérialisée, il ne sera plus nécessaire de conserver, de rééditer du papier, hein, parce que l'objectif, c'est quand même
d'avoir un gain en gestion et justement ça facilitera cet archivage complètement numérisé, parce que quelquefois vous les papiers, vous rescannez, c'est remis avec des GED pour lire les gestionnaires de données pour relire les PDF, hein, donc soit directement dans l'entité, soit auprès du conseil de l'expert comptable. Et dès lors, ça va simplifier très grandement la possibilité de conservation des données. L'idée, c'est pas de rematérialiser. Non, surtout pas. Non, non, surtout pas. L'idée, c'est surtout pas, on ne rematérialise pas, alors que l'objectif, c'est de dématérialiser effectivement. C'est bien sûr un des points à voir au moment du choix de la plateforme, sachant que toutes les plateformes ont été agréées également par le ministère, et donc ça fait partie bien sûr des points, voilà, du cahier des charges, bien sûr. Hein. S'il y a d'autres personnes qui veulent ouvrir leur micro pour poser des questions. Alors, une question directe. Comment cela se passe-t-il pour une entreprise avec plusieurs établissements, c'est-à-dire un sirène et plusieurs sirènes, sachant que sur la facture n'apparaît que le sirène du destinataire? Quelle entreprise va recevoir la facture? Alors, le fonctionnement de la transmission passe par un annuaire. Cet annuaire est alimenté par des informations. Donc, le SIRAN, donc où arrive en fait la question que vous devez vous poser, c'est où doit arriver donc la facture. Parce que si je comprends la question, j'ai une entreprise qui a plusieurs établissements et du coup en fonction de son organisation, elle peut avoir une partie de sa facturation qui arrive effectivement sur un établissement qui gère une partie de l'activité et effectivement une autre partie de l'activité pour lesquelles les factures arrivent. Le principe général, c'est le SIRAN. Il sera toujours possible, et dans le choix de la plateforme et des informations que vous avez indiquées, de descendre à la maille de l'établissement. Donc, en fonction de votre organisation et de votre choix, soit de où va arriver finalement la facture pour la gestion commerciale et derrière comptable en fonction de votre organisation, il sera toujours possible effectivement d'indiquer, et c'est ces informations qui seront précisées dans l'annuaire, et donc on aura référencé effectivement telle entité avec plusieurs établissements, de manière effectivement à orienter l'arrivée des factures. Mais ça, c'est vraiment un choix dans votre organisation par rapport à votre gestion de votre système commercial actuel, et donc à bien identifier si vous souhaitez effectivement faire évoluer ou rester sur la même organisation. S'il n'y a pas d'autres questions en direct, à ce moment-là, on va passer aux particularités identifiées par la partie agricole. Donc, bonjour. on a souhaité... Oui. J'ai posé une question sur la conversation. C'est Sylvain? Non, Pierre Moureux. Pouvez-vous nous expliquer l'articulation des tâches entre l'entreprise, le fournisseur du logiciel comptable, l'expert comptable et la plateforme? Alors, on va alors je peux en dire deux mots, mais on va effectivement y revenir un petit peu après. On aura un schéma un petit peu synthétique pour voir quels sont le rôle de l'entreprise, justement, de la plateforme agréée, comment effectivement est géré l'annuaire et le concentrateur et comment sont gérés les éléments d'information, et puis éventuellement quelles sont les interfaces avec les solutions de facturation comptable. Donc peut-être, voilà, on pourra le reprendre et peut-être revenir si vous avez des questions par rapport à cette présentation, si vous voulez bien. D'accord. Merci. Merci. Alors, on a souhaité voir avec vous quelques particularités, puisque comme exposé par Dominique Gontard, on est là pour accompagner, bien sûr, avec nos partenaires, la Chambre d'agriculture aujourd'hui. Et tout ça se fait au niveau national, hein, donc entre l'administration, la DGFiP,
les porteurs de projets avec la IFE sur la partie technique, donc d'exploitation du serveur Chorus Pro qui va effectivement concentrer un certain nombre d'éléments pour rendre opérationnelle cette réforme. Des échanges depuis de nombreux mois nourris avec les fédérations professionnelles ont lieu, de manière à articuler donc les différents cas d'usage métiers et comment doit circuler une facture dans certaines spécificités. Donc tout ça a été repris, normé donc dans un cahier des charges validé par la FNOR. Là aussi, l'administration fiscale, bien en régulateur, donc a essayé de travailler en chambre. Les professionnels est venu valider effectivement in fine donc ces différents cas d'usage. Il y a plus d'une trentaine de cas d'usage qui ont pu être définis. Nous, on en aborde que quelques-uns pour vous donner un petit peu actuellement comment ça se passe et puis comment ça va se passer dans le futur. Alors peut-être vous n'allez pas complètement vous y retrouver, mais en tout cas, l'essentiel des spécificités métiers, alors monde agricole, monde du bâtiment ou commercial, sont à peu près effectivement établis. Et comment va circuler effectivement les données dans ces situations-là. Donc ça quelque part, on vous présente ça, mais ça va être un peu transparent pour nous et pour vous, puisque tout ça, ce sont effectivement des éléments d'information, de transmission des données dans des spécificités qui seront prévues par les logiciels de facturation et qui permettront de circuler l'information. Mais c'est important qu'on vous présente quelques situations qui nous a semblé plutôt spécifiques au monde agricole. Donc la première situation qu'on retrouve, alors on pourrait me dire si c'est récurrent ou pas, mais enfin voilà, c'est ce qu'on a pu identifier. Ce sont la possibilité d'autofacturer en fait par d'autofacturation. En fait, c'est pas le fournisseur qui émet la facture, mais c'est son client dans le cadre de conventions ou d'accords qui sont prévus directement pour le compte de. Donc ça, c'est des situations qu'on retrouve dans le monde agricole. Donc lorsqu'on a par exemple la vente de produits agricoles par un agriculteur, un organisme alors privé, une société commerciale, donc vous avez sans doute des exemples en la matière, ou une coopérative, dans le monde des coopératives, effectivement, l'adhérent livre ses produits, et il arrive que donc ce soit la coopérative qui facture. Donc ça, c'est prévu, donc codifié sur cette situation. Donc je vous cite l'article du Code général des impôts. Donc, encore une fois, cette réforme ne remet pas en cause donc la législation en matière de TVA ou règles de facturation. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, une réforme sur le vecteur de transmission des informations qu'on va dématérialiser. Et donc, ces éléments donc, ont été pris en compte. Et dans le cadre de la réforme, ça sera effectivement encore possible, comme c'est le cas actuellement. Donc, il n'y aura aucun changement. Donc, ça va être très concrètement donc l'acteur économique, entité, société ou coopérative qui pourra continuer d'émettre donc la facture pour le compte de son adhérent. Et là, il y a un schéma qui a été prévu et normé et qualifié par la FNOR, qui permet de faire circuler effectivement la facture en circuit inversé. Donc, que ce soit, alors, vous avez des termes un peu techniques sur lesquels vous pouvez retrouver, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais que ce soit la facture ou le règlement des avoirs, là aussi, voilà, ils pourront circuler en sens inverse, je veux dire, par rapport à une facture classique d'un fournisseur vers son client. Là, c'est effectivement l'acquéreur qui émet la facture pour le compte du client. Donc ces éléments-là vont encore être possibles sans aucune difficulté dans le cadre de cette réforme. Alors, on y reviendra, on l'a un peu indiqué en propos introductif, c'est à quel moment il y aura cette obligation. Parce que on va y revenir, mais je l'en précise.
il y a deux choses dans ces transactions. Il y a l'émission et la réception. Donc, tout le monde va rentrer dans la phase de la réforme. C'est pour ça qu'on vient là vers vous à compter du 1er septembre 2026 d'être en capacité de recevoir des factures de manière complètement dématérialisée. Effectivement, après un choix sur une plateforme. Mais en émission, le législateur, en accord avec vos représentants, a souhaité étager un petit peu cette rentrée de phase de cette réforme, et qui va être en fonction de la taille, ce qu'il faut retenir, la taille de l'entité. Alors là aussi, bon, les termes sont peut-être peu adaptés ou pas complètement adaptés au monde agricole, puisqu'on va parler de grandes entreprises, de TI, de PME. Ce qu'il faut retenir, et je vous redonnerai ces éléments d'information, ce sont des normes qui ont été reprises en 2008 par la loi de la modernisation de l'économie, statistiques qui redéfinissent la taille des entreprises, donc au niveau européen, hein, donc au-delà de la France, donc les notions par rapport à un montant de chiffre d'affaires et un nombre de salariés. Là, pour le coup, rentreront donc dans une première phase les entreprises soit ce sont qui sont qualifiés. Alors, je reprends ces éléments sur les ETI ou les grands groupes qui ont un chiffre d'affaires. Je vous redire. Ce sont les ETI qui ont plus de 250 personnes et un chiffre d'affaires qui est supérieur à 43 millions d'euros. Donc ça, c'est à partir de là effectivement qui rentre donc dans la phase de la réforme dès le 1er septembre 2026. Je pense que notre tissu agricole y connaît, a priori, sera pas immédiatement concerné, mais plutôt dans la deuxième phase. Voilà, tout à fait. Donc sur cette partie, donc ça, sur cette obligation, on va regarder lorsqu'on est dans ce mécanisme, puisqu'on est toujours dans l'autofacturation, on va regarder non pas quels sont le chiffre d'affaires et donc le nombre de salariés de la coopérative ou de l'entité qui émet la facture pour le compte d'eux, mais on va bien regarder effectivement quel est le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'adhérent ou du fournisseur pour lequel la facture est émise. Donc sur ces notions-là, on vous le reprécise, voilà, c'est juste une spécificité sur les règles d'autofacturation, à quel moment elles seront dans l'obligation d'être émises de manière dématérialisée. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va regarder quelle est la taille, par les critères de chiffre d'affaires et donc le nombre de salariés finalement du fournisseur. Donc ça, c'est le point important. Et puis, une autre spécificité sur la séquentialité, la numérotation des factures, puisque ça aussi, c'est normé, c'est pas remis en cause dans les règles de facturation, donc elles doivent être numérotées et suivre une chronologie, donc là qui est clairement arrêtée. Donc ça reste toujours possible. Et on vous le met un petit peu en regard, puisque dans les situations d'autofacturation, pour le secteur agricole, il est possible qu'il n'y ait pas cette séquentialité en fonction des adhérents, puisque normalement, c'est chaque entité qui a sa chronologie de facturation, donc on devrait se rapporter à chaque fournisseur. Mais dans le monde agricole, la coopérative peut effectivement séquencer, on va dire, pour faire simple, les factures en fonction de sa propre chronologie. Donc ça, c'est toujours cette spécificité. Je ne sais pas si ça appellera des questions, mais en tout cas, il n'y a pas de modification par rapport à la réforme. C'est ce qu'il faut, je pense, ce qu'il faut retenir. L'autre point, et on y reviendra, ce sont sur les acomptes, puisque comme on l'a vu, et là on remet sur des principes de facturation, les sommes qui sont versées avant la réalisation de l'opération
ou avant la récolte, hein, ce qui arrive dans certaines situations. Donc c'est un acompte qui doit donner lieu à facturation. Alors ça, ce sont des règles, je veux dire, qui sont actuelles. Dans certaines situations, ont été peut-être perdues de vue, mais en tout cas qui restent réaffirmées. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y aura la transmission, là aussi, qui sera possible par soit l'entité qui facture pour le compte d'eux, ou la coopérative, par exemple, qui effectivement verse un acompte avant la vente donc, de la récolte. On est dans un système d'acompte, et là aussi, ça devra faire l'objet, et comme ça le fait actuellement, l'objet d'une facture d'acompte, et on est en schéma inversé, puisque là, on est dans la situation sur une auto-facturation, et donc là, ça suit la même logique. Donc, vous voyez, on vous a mis des éléments, mais bon, si vous voulez, par curiosité, aller voir les spécificités donc, des normes donc, qui sont reproduites, donc qui sont accessibles sur le site de l'AFNOR, hein, puisque c'est voilà, qu'a normé tous ces cas d'usage, donc qui sont complètement décrits, et c'est ces éléments qu'on vient de vous préciser. Donc voilà ce point sur ce qu'on peut appeler l'autofacturation. Une autre, puis on laissera un temps de questions-réponses, hein, bien sûr après. Donc, il a juste demandé oui. aux personnes qui se sont reconnectées de recouper leur micro, s'il vous plaît. Il existe aussi des situations qu'on rencontre de manière régulière, et notamment dans le monde agricole. C'est lorsqu'à la fois, effectivement, on est dans une situation de clients et fournisseurs. Donc, on a ces situations, et ça peut donner lieu en paiement à une compensation. Je vends 100, j'achète 30, et donc effectivement je verse effectivement 70, et le reste effectivement est compensé. Donc là aussi, donc ça pouvait donner lieu effectivement actuellement donc à l'établissement d'une seule facture. Donc désormais, ce sont bien deux transactions différenciées. Donc une vente, un achat, hein, donc ça effectivement, ça doit donner lieu donc à deux lignes de factures dématérialisées. Donc dans l'exemple, une facture de vente à la coopérative agricole, donc où on a par exemple une vente de produits sanitaires par la coopérative, et puis l'agriculteur effectivement lui vend son lait. Ben, la coopérative, là en tant que coopérative, devra effectivement émettre donc une facture de manière dématérialisée. Et inversement, donc l'agriculteur qui vend son lait devra émettre donc une facture pour la vente de son lait. Donc on a bien deux lignes de facture. Il n'y a pas de modification sur le paiement. La compensation peut avoir lieu. Par contre, on expose cas particulier où on serait sur une prestation, et comme on l'a évoqué sur les situations d'exigibilité, là pour suivre à quel moment c'est exigible. Et la TVA doit être portée, pour faire simple, sur une déclaration de TVA. C'est là qu'il faut ces choses perdurent. C'est le paiement. Et là, pour le coup, on devrait avoir cette information. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la ligne de facture concernée, pour que le système matche à quelle facture, effectivement, c'est concerné. Donc là, on revient au principe un petit peu sur les règles de facturation. Deux opérations, même si elles sont croisées, ben c'est bien deux opérations économiques distinctes qui doivent faire lieu de deux lignes de facture. Là aussi, on a des situations sur ce qu'on appelle les relevés de compte. Alors, c'est vrai aussi dans le monde du bâtiment, par simplification ou usage. Hein, il est possible, effectivement, lorsqu'il y a un fournisseur ou un adhérent, en fin de mois ou en fin d'une période, effectivement, on a la liste complète sur un relevé de compte de toutes les opérations. Et c'est cette pièce qui peut être utilisée pour la tenue de la comptabilité. Bon. Alors, c'est pas en soi une facture, hein, là aussi, on rappelle des éléments, même si c'est des cas d'usage. Et en facturation donc en dématérialisée,
on doit bien avoir chaque ligne du relevé de compte qui doit faire l'objet d'une transmission. Et donc, c'est ces éléments-là individualisés qui seront repris dans la comptabilité. Donc, au final, on retrouve effectivement cet élément. Ce qui est dit, le relevé de compte dans les usages, peut-être pour un besoin de gestion, s'assurer effectivement que le bien est bien arrivé, donc ça, c'est pas remis en cause, pourra toujours être transmis, comme c'est le cas actuellement, mais c'est pas un élément pour lequel on attend dans la transmission des données. Donc là, ça pourrait être toujours transmis par mail donc, à son client, qui en l'utilisera dans comme il le souhaite. Mais en matière de transmission d'informations et de tenue de comptabilité, c'est bien chaque ligne qui sera utilisée pour les différentes opérations sur une période donnée. Alors là, on a exposé, c'est un petit peu sur les opérations, donc soit au sein de l'Union européenne, soit à l'international, qui sont réalisées. Donc on a vu tout à l'heure, ça me permet de revenir, que la facturation, les règles de facturation, elles sont que pour des assujettis qui sont bien établis en France. Néanmoins, on est ce qu'on appelle dans le champ de la transmission de données, ce qui est indiqué ici, le reporting, lorsque on achète des biens et des services, donc au sein de l'Union européenne, donc ce qu'on appelle les acquisitions intracommunautaires. Donc là, il y aura ces informations qui seront transmises par l'acquéreur, donc les informations qui remontent, même si on n'est pas sur une obligation de facturation dans ce cas précis. Et puis, idem pour tout ce qui concerne, là, pour le coup, donc les ventes, donc que ce soit au sein de l'Union européenne, les livraisons intracommunautaires ou les exportations hors Union européenne, il y aura la transmission donc des informations telles que j'ai pu l'exposer tout à l'heure, les données qui sont transmises, qui sont quasi identiques à une facture, donc pour faire simple, sauf le SIRAN, puisqu'on n'a pas le SIRAN. Et pour les opérations, donc livraison intracommunautaire, le numéro intracommunautaire sera que vous connaissez, que vous indiquez déjà, puisque c'est l'obligation de le faire apparaître sur les factures, donc continuera d'être indiqué, et donc ce sera une information qui sera redescendue. Et les importations, comme je l'exposais, là pour le coup, il n'y a pas d'obligation, puisque là pour le coup, les services des douanes nous transmettent déjà les informations, donc il n'y a pas d'élément qui est retransmis à l'administration. Quelques situations qui peuvent être rencontrées, puisque pour bien définir par rapport à la notion d'assujetti, ce sont donc des fournisseurs particuliers qui sont possiblement donc, assujettis pour des opérations avec un exploitant agricole, donc une entité avec une activité agricole. Donc on peut avoir par exemple facture de fermage, location de biens agricoles ou facture de panneaux photovoltaïques, ce sont des situations qu'on retrouve assez régulièrement. Donc la question à se poser, voilà, est-ce que l'opération dans le champ de la TVA donc est soumise à facturation électronique? Donc si un particulier qui réalise une activité économique habituelle est généralement assujetti à TVA, donc à ce titre, il devra émettre des factures. Et dans l'exemple qu'on expose sur un fermage, ce sont, comme je l'avais précisé tout à l'heure, ce sont des activités qui sont exonérées de par la loi. Donc dans ce cas-là, les factures ne sont pas émises et ne sont pas dans le périmètre de la réforme, donc au format dématérialisé. Donc ces éléments remonteront de manière classique, comme c'est le cas aujourd'hui, et ne passeront pas par une plateforme. Donc il faut bien avoir en tête que voilà, il peut y avoir des données de transmission qui ne passent pas par la plateforme, elles restent de manière limitée. En tout cas, on peut se retrouver sur des situations pour lesquelles on a une exonération. On a toute la sphère médicale, paramédicale qui est couverte par cette exonération. Pareil, ils n'ont pas d'obligation d'émettre. Donc, on ne vient pas à nouveau
réformer le droit en matière de règles de facturation. Et idem pour la situation sur la mise en place de panneaux photovoltaïques et donc la vente d'électricité à des énergéticiens. Donc c'est exonéré de TVA en fonction de la puissance de l'installation. Donc voilà, ils ne sont pas dans la réforme. Si la puissance proposée donc est supérieure, là pour le coup, on rentre dans l'obligation de facturation. À ce propos, en regardant sur Internet, il y a beaucoup d'informations diverses. Il y a un opérateur plutôt bien connu qui effectivement va mettre à disposition une plateforme justement pour ses clients qui seront dans l'obligation, donc au-delà des 3 kW traités, alors je ne sais pas le détail effectivement de l'acronyme, mais du coup qui sont dans ce périmètre-là, pourront passer, s'ils le souhaitent, via cette plateforme, pour échanger avec donc cet opérateur économique. Donc là, c'est la notion, en fait, il faut se poser la question, est-ce que j'émets une facture ou pas, hein, quelque part, voilà. Si j'émettais une facture, je suis dans la réforme. Si je n'émettais pas de facture, je ne suis pas dans la réforme. On a souhaité donc apporter, juste sur les situations bien sûr qui sont régulières pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour les primes PAC, hein, puisque ça rentre dans votre chiffre d'affaires. Donc là, voilà, bon, c'est pas soumis à TVA, donc hors champ de la réforme. Donc il n'y a pas de pour vous. Donc c'est géré aux plateformes. Ce sont des informations qui va alimenter votre activité, votre comptabilité et informations qui seront reprises par ailleurs en complément de vos circuits de facturation. Là, effectivement, il n'y a pas de transmission de l'État de manière dématérialisée des primes PAC qui sont allouées. Donc ça arrivera comme c'est le cas actuellement. Là, il n'y a pas de modification du circuit. Et puis un point qu'on souhaitait repréciser donc sur les avances de trésorerie, qui peut de situations, et puis c'est pour distinguer entre l'acompte, les arts et les cautions. Donc je vais rappeler tout à l'heure qu'on a exposé sur l'autofacturation et les coopératives. Le versement avant la vente d'un acompte sur la commande, ce qu'on retrouve régulièrement dans vos activités. Donc là, ça doit faire l'objet d'une facture. Donc c'est rappelé que voilà, l'acompte qui rentre dans le champ de la TVA doit donner lieu à une facture d'acompte, et donc nécessairement, ça fait partie des transmissions d'une facture entre opérateurs sur le territoire français. À la différence des arts ou des cautions, donc il peut être versé, la situation exposée dans l'exemple, c'est pour bloquer un produit en stock. Voilà, là, on est sur les arts, c'est pas soumis à TVA, donc ça, on ne remet pas en cause les notions juridiques d'un acompte et d'art. Et donc là, ça ne rentre pas dans le périmètre de la facturation électronique, c'est la transmission effectivement d'un document entre les acteurs économiques de manière classique. Pas modifier effectivement le circuit. Donc ça fait partie d'une pièce qui va arriver de manière différenciée et pas nécessairement par le circuit classique. Donc voilà un petit peu les quelques cas d'usage qu'on a mis en avant. On a bien conscience, j'ai bien conscience que bien sûr ça ne vient pas couvrir l'intégralité de tous les cas d'usage de vos spécificités et de vos actes métiers, de vos activités. Néanmoins, sachez que tout ceci ont été échangés avec des représentants du monde agricole, en l'occurrence, sont normés. C'est des choses, bien évidemment, qui pourront sans doute évoluer au fur et à mesure que tout le monde va rentrer dans la réforme. Mais ce sont l'administration a laissé travailler finalement
les connaisseurs dans le cas d'usage. Et donc, est venu voir, effectivement, voilà, ensuite, de manière technique, est-ce que ça rentre dans les clous pour circuler l'information. Donc, on est vraiment sur ça, où on a essayé, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de cas d'usage, qui essayent de couvrir, effectivement, un panel assez large de toutes les situations. Bien évidemment, ça serait étonnant qu'une entreprise soit couverte par les 34 cas d'usage. Ça, c'est un élément, effectivement, que vous devez avoir en tête. Normalement, il a été prévu toutes les situations dans l'ensemble des activités, notamment dans le monde agricole. Je ne sais pas s'il y a des questions en direct. La seule question qui m'avait été posée en direct, c'était de demander si il y avait prévu la démonstration d'une plateforme, ce qui n'est pas possible, j'ai répondu en direct, mais plus d'apporter un éclairage sur les points de vigilance pour faire un choix éclairé des plateformes. Il n'y a pas de question. Alors, voilà, donc ce point-là, on va l'aborder, parce que là, on vous a présenté. Bon, je pense que pour rassurer, alors bien sûr, après, on va essayer de vous apporter le maximum d'informations, rapidement le circuit, comment ça fonctionne, mais actuellement, quand vous avez votre logiciel de facturation, vous n'aurez pas le capot pour savoir effectivement comment ça se passe quand je rentre une donnée, je démasse, comment ça, effectivement, ça circularise. Là, je pense globalement, dans la très grande majorité, ça sera un peu la même chose. Donc, je pense qu'on peut se rassurer. Et sur effectivement le volet pratique des plateformes, on va essayer de vous donner les éléments d'information pour aller auprès d'opérateurs de manière effectivement qu'ils puissent vous faire des démonstrations ou vous présenter un petit peu les outils qu'on peut jeter un petit peu sur Internet, où on peut voir effectivement certains logiciels spécifiques à l'école, où il y a déjà effectivement des choses qui sont bien avancées, qui semblent répondre, mais bon, voilà. À vos préoccupations, mais après c'est dans le détail de votre organisation et de votre activité qu'il va falloir effectivement faire ces choix. On va essayer de l'aborder là. Alors tout d'abord, juste de manière simple, de toute façon vous aurez ce support et la question elle a été présentée. C'est bien pour voir le rôle des uns et des autres. Donc vous êtes un client ou un fournisseur. Vous avez effectivement un intervenant important dans cette réforme sur lequel repose véritablement cette réforme et qui est piloté, suivi, agréé par l'administration fiscale. Ce sont les plateformes agréées qui vont avoir un rôle de courroie de transmission des données et d'échange d'informations donc auprès de l'administration fiscale. Donc, vous voyez dans ce schéma, c'est jamais le client ou le fournisseur qui échange avec l'administration fiscale. Donc là, effectivement, vous émettez une facture, vous allez la recevoir, et là, c'est le rôle des plateformes de gérer ces transmissions de factures lorsqu'on est entre deux assujettis ou lorsqu'effectivement on a uniquement la transmission de données, que ce soit de transactions ou de paiement, en fonction si j'ai un client particulier ou si je travaille à l'international. Donc, les plateformes, elles ont un rôle, je vais y revenir, d'échange d'informations avec ce qui apparaît comme la plateforme publique, alors qu'il n'y a plus ce terme-là, puisqu'il n'y a plus une plateforme publique, mais qui va concentrer l'annuaire des entreprises et le concentrateur des données. Donc l'annuaire des entreprises, là aussi c'est fondamental. On y travaille et donc qui est alimenté par la base Sirène et par les informations de la DGFiP sur les obligations des entreprises. Jusque là, la plateforme va aller requêter pour bien savoir si je dois adresser ma facture à mon client B. On va aller voir, la plateforme va aller voir dans l'annuaire pour l'entité B, quelle est sa plateforme
à partir de son CIRAN. C'est pour ça que le CIRAN est important, ou le CIRET, puisque c'est à partir de là, effectivement, que la première plateforme va savoir, effectivement, où je dois donc adresser et à quelle plateforme donc je dois adresser donc la facture pour que celle-ci l'émette donc au client. Donc c'est jamais le fournisseur ou l'acheteur hein, qui effectivement prend cette information. Ce sont bien le rôle des plateformes, et je vais y revenir, qui vont s'assurer quelle est la plateforme utilisée par le client pour adresser ma facture. Et ensuite, le rôle de ce concentrateur, c'est de rassembler les données bien sûr par entité et déverser à l'administration fiscale. Donc il n'y a jamais d'interaction donc entre un fournisseur ou l'acheteur sur la transmission des données. Ce sont bien via les plateformes qui vont aller récupérer les informations pour les agréger dans un format qui a été validé par l'administration et les transmettre à l'administration fiscale. Donc je pense, voilà, ce schéma assez simple. Et on voit que peut intervenir, il y a effectivement un petit icône qui peut faire l'intermédiaire entre un fournisseur et la plateforme. Bah, ça peut être par exemple le logiciel de facturation qu'a le fournisseur, qui va permettre d'émettre les factures. Et c'est ce logiciel qu'on va appeler, on va le voir plus tard, une solution agréée qui va permettre d'être en capacité d'échanger avec la plateforme. Donc on peut avoir un éditeur de logiciel de facturation ou un logiciel comptable qui va être branché avoir les éléments techniques qui vont lui permettre d'échanger avec la plateforme, et ça va faire une interface entre le fournisseur et cette plateforme pour transmettre les données. Donc on va y revenir un petit peu sur quels sont les acteurs. On a la plateforme proprement dit qui a un rôle de transmission et d'échange avec l'administration, et puis on peut avoir des opérateurs, soit des éditeurs de logiciels, soit des applications sur smartphone qui seront développées, qui vont permettre d'échanger avec ces plateformes pour transmettre les éléments. Donc voilà, vous voyez un petit peu le rôle des uns et des autres dans cette réforme. Chose importante et centrale, hein, donc c'est l'annuaire, puisque comme le facteur auquel actuellement vous mettez donc votre facture à la poste, il va bien falloir qu'il regarde effectivement une adresse, et cette adresse c'est tel lieu pour que j'achemine la facture dans la boîte aux lettres du client. Il y a cet annuaire donc qui est central, qui est public, qui est accessible. Donc qui vous permet d'ailleurs, je vous ai mis le lien qui vous permet d'aller regarder si vous êtes bien identifié pour vos activités d'assujetti. Et puis il est indiqué la plateforme qui est choisie, puisque d'ores et déjà, donc cet annuaire est ouvert depuis le 18 septembre, donc il permet d'identifier est-ce que je suis bien référencé, qui a choisi une plateforme. Et donc, qui va nous permettre, effectivement, il est public, puisque chaque plateforme va aller regarder quels sont les opérateurs, quelle est sa plateforme pour recevoir la facture. Et donc, cet élément est essentiel et complètement ouvert. Donc, vous pouvez accéder aisément, si vous souhaitez, d'ores et déjà, via le lien qui est indiqué dans le support qui vous sera transmis, pour aller consulter, donc si vous êtes bien référencé. On pourra échanger avec un certain nombre d'experts comptables. Ils seront allés déjà regarder s'ils avaient bien leur client qui était référencé. Et donc, ça permet effectivement de voir si une entité a déjà fait le choix d'une plateforme. Alors, justement, puisque c'est une obligation, de choisir une plateforme. Donc ça aussi, ça fait partie des obligations. Donc obligation de transmission d'informations et obligation que chaque assujetti au 1er septembre 2026 choisisse une plateforme.
que je sois dans l'obligation d'émettre une facture, en tout cas, tout assujetti doit être en capacité au 1er septembre de recevoir donc les factures de manière dématérialisée. Et pour ce faire, dans la mesure où c'est une obligation, pour lever tout doute, on a souhaité que ce choix soit effectif, donc que ce soit un choix positif. Et donc, il y a un mandat qui est donné par un assujetti à une plateforme pour transmettre ces données. Donc, il est proposé, mais ça peut être variable, sur le site donc, du Forum national de la facture électronique, hein, je vous ai mis le lien, un modèle donc, de mandat que vous pourrez donner donc, à la plateforme lorsque vous aurez fait votre choix. On peut supposer que l'opérateur vous proposera ce mandat donc pour effectivement bien signifier que vous avez donc choisi telle plateforme, puisque cette information redescendra donc dans l'annuaire, puisqu'en face de chaque opérateur, on saura quel est le choix de chaque plateforme, et donc ça se contractualise, matérialise par ce mandat qui est donné à une plateforme. Donc ça, c'est plutôt une sécurité un petit peu juridique, hein, puisque pour éviter des mésaventures où une plateforme, de manière agressive, viendrait effectivement faire un choix à votre place. Hein. Donc là, pour le coup, c'est bien un choix qui vous est demandé, puisque c'est une obligation. Et là, pour le coup, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'un peu plus sécurisant. Pour repréciser sur le rôle des plateformes tel que j'ai pu le préciser tout à l'heure. Alors bon, on a un peu dépassé le timing, donc je vais avancer. Donc les plateformes, donc voilà, sont agréées par l'administration. C'est pour ça qu'on parle de plateformes agréées. Elles remplissent un cahier des charges. Actuellement, vous avez votre logiciel donc de facturation. Il y a des données qui sont utilisées, donc personne ne se pose trop la question qu'est-ce qu'on fait des données. Là, pour le coup, il y a un cahier des charges sur l'utilisation des données qui est strictement limité donc à aux obligations d'un assujetti qui aura fait le choix de cette plateforme. Ça doit remplir un cahier des charges technique pour qu'il y ait une pérennité, c'est-à-dire je fais mon choix, je confie en fait cette transmission à donc, une entité. Je souhaite effectivement que ça réponde donc à mes obligations. Donc il y a un choix. Donc ces plateformes sont agréées pour 3 ans, et donc il y aura des audits de l'administration. Et on évoquait tout à l'heure donc par rapport à la cybersécurité, doivent répondre à des normes de sécurisation extrêmement élevées pour garantir que les données soient confidentielles et respectent effectivement pourquoi on les a transmis. Donc, peut-être, on va peut-être passer ces éléments. En termes de maintenant, comment vous allez faire votre choix? L'administration, pour rendre un peu lisible donc cette réforme, est là aussi dans une volonté de réguler, garantir un petit peu donc la sécurité du process, a souhaité mettre en évidence donc les plateformes qui sont agréées. Donc elles sont accessibles donc sur impôts.gouv. Donc on vous donnera le lien pour avoir la liste complète de la centaine de plateformes qui a rempli les cahiers des charges, qui est désormais agréé par l'administration. Donc avec un petit logo facturation électronique plateforme agréée. Donc ça doit vous sécuriser. Si vous voyez ce logo, c'est que voilà, on est véritablement sur une plateforme agréée. Ça n'empêche, vous pouvez toujours aller voir sur le site impôts.gouv, c'est véritablement la situation. Et puis, ce qu'on appelle les solutions compatibles, donc c'est le petit intermédiaire qui peut y avoir entre une entreprise, donc un exploitant agricole et la plateforme agréée. C'est par exemple son logiciel de facturation qui va faire l'interface avec la plateforme agréée. Donc très clairement, on sait qu'il y a des solutions de comptables ou de logiciels de facturation qui proposent de travailler avec une plateforme. Et ils vont vous proposer en tout en main, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer un produit qui apparaîtra comme une solution compatible, c'est-à-dire, alors il n'est pas agréé par l'administration, le seul élément, c'est qu'il a une capacité d'échanger avec une plateforme. Donc c'est un élément qu'on peut effectivement estimer
suffisamment sûr pour effectivement s'assurer que vous serez en capacité de recevoir donc les factures à compter du 1er septembre 2026. Alors la question se pose et va peut-être être posée, comment faire votre choix, puisque là pour le coup on arrive et c'est pour ça qu'on vous donne quelques éléments d'information aujourd'hui et les éléments où vous allez pouvoir retrouver de l'information utile pour vous éclairer. Peut-être pour partir de la centaine de Oui. plateformes aussi, expliquer que certaines plateformes, déjà, toutes, vous n'avez pas à faire un choix entre 100 plateformes. Hein. Certaines sont véritablement entre deux entités économiques, des grands groupes qui avaient des besoins spécifiques. Très vite, ces groupes sont rentrés dans le système de facturation électronique, qui était déjà, donc elles se sont mises aux normes, etc. Vous avez des secteurs économiques aussi qui ont pu souhaiter mettre en place aussi des dispositifs. Je pense à des fournisseurs particuliers pour un secteur, par exemple le secteur automobile, etc. Parce que derrière, il y a beaucoup de normes en matière de pièces, ce genre de choses. Donc, je dirais très vite, ce dispositif existe déjà. Il suffit simplement de l'adapter aux nouvelles règles de la facturation électronique. Ensuite, là par contre, on va arriver sur, des plateformes qui s'adressent à tout à chacun et avec aussi d'autres logiques. Ça peut être les banques, ça peut être aussi les experts comptables, les systèmes de facturation, etc. Et c'est là où effectivement, il faut peut-être avoir quelques règles, sachant que côté État, on ne vous dira pas, si vous nous posez la question, vous nous conseillez qui, on ne sera pas, on n'est pas en droit d'ailleurs de répondre à cette question, mais au moins essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions. Alors, bon, quelque part déjà, soit vous êtes déjà équipé, vous avez un expert comptable ou un conseil qui effectivement vous aide dans vos travaux de gestion administrative et comptable. Dans ce cas, la première approche, vous avez soit déjà peut-être été contacté, ou en tout cas, rapprochez-vous de ce qu'on peut conseiller, de votre conseil en la matière. Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, important peut-être, qui peut vous permettre d'éclairer votre choix et d'échanger avec déjà cet intermédiaire, ou se rapprocher effectivement de l'ITER, de logiciel de facturation, puisqu'on vient réformer effectivement la gestion de la facturation. Donc, c'est peut-être effectivement faire ce premier pas. Après, il y a des situations où il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de logiciel, effectivement, tout est tenu à la main. Vous avez vu que cette réforme, on le voit plutôt comme peut-être un investissement. Il y a un coût d'entrée, mais ça amène des solutions pour l'entreprise dans une visualisation de son activité, l'amélioration peut-être des délais de paiement, simplification des actes administratifs. Et s'il y a un investissement effectivement à faire, s'il n'y a pas d'équipement, il faut se poser quelques questions. Déjà, regardez quel est votre volume de facture, parce qu'effectivement, si c'est une facture par mois ou quelques factures dans l'année, bon, je pense que vous pouvez quand même limiter effectivement ça doit être orienté votre choix. Bien sûr, quel est le budget à consacrer. Et puis ensuite, peut-être à partir de là, aller explorer quelques solutions par rapport effectivement à celles qui se rapprochent à vos métiers, parce que les plateformes ont quand même peut-être, comme le disait Dominique Gontard, par des actes métiers, à proposer des solutions un peu plus adaptées. Bon, certaines vont être assez basiques, comme on peut les avoir sur une application d'un téléphone. Et en dernier lieu, il pourra effectivement avoir de la saisie, si d'aventure, je n'ai pas du tout d'équipement.
via un accès d'un portail et saisir peut-être ma facture mensuelle sur quelques données qui sont utiles. C'est l'élément extrême par rapport à cette réforme, et il y a des choses qui sont un petit peu intermédiaires. Alors, le calendrier, bon, peut-être, je ne sais pas si on l'a abordé. Ce qu'il faut retenir, c'est le choix, parce que ça a voulu être un petit peu étalé pour effectivement bien accompagner et s'approprier cette réforme. Donc, étalé dans l'émission de la facture, dans l'envoi de la facture. Par contre, au 1er septembre, et c'est chose importante, 2026, tout le monde devra avoir fait le choix d'une plateforme pour recevoir les factures. Alors, par exemple, des grands opérateurs téléphoniques ou des opérateurs d'énergie qui vont, eux, être obligés d'émettre dès le 1er septembre 2026 leurs factures de manière dématérialisée. Si vous voulez recevoir la facture de votre facture téléphonique professionnelle, il va falloir effectivement faire ce choix, puisque le vecteur sera complètement dématérialisé. Alors, là, c'est une date butoir, le 1er septembre 2026. Donc, à partir de là, on doit considérer que tout le monde a fait ce choix. On vous donne l'accès dès à présent à des factures, à des plateformes qui viennent définitivement d'être agréées la semaine dernière, donc dans le cahier des charges qui ont été publiés, puis ça va progresser. Et une phase de démarrage, on va dire, à partir du mois de mars, le calendrier n'est pas complètement précis. Il y a à peu près 500 000 entités qui ont déjà choisi une plateforme. Celles-ci, si elles sont volontaires et leur plateforme est volontaire, elles pourront déjà, avant le 1er septembre, commencer à échanger. Donc, quelque part, si vous avez déjà un choix bien avancé, éclairé, choisi votre plateforme, en fonction de votre situation, peut-être, vous allez pouvoir vous habituer à ces nouvelles règles de gestion, de lecture des factures de manière dématérialisée, avant cette date du 1er septembre 2026. Et il restera une phase pour l'organisation à revoir sur l'émission de la facture pour l'ensemble quasi des entités du public ici concernées au 1er septembre 2026, puisqu'au 1er septembre 2027, tout le monde devra être donc en capacité de recevoir et donc d'émettre ces factures par rapport au champ qu'on a défini tout à l'heure de manière complètement dématérialisée. Donc la bascule définitive, elle se passe au 1er septembre 2027. Alors, on vous donne quelques éléments, alors ça on l'a abordé tout à l'heure par rapport au seuil, donc je ne vais peut-être pas y revenir, vous aurez, donc ce sont des termes qui sont peut-être inappropriés par rapport, on a pu échanger au monde agricole, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, ce sont des seuils, des seuils liés aux effectifs ou au chiffre d'affaires essentiellement. Alors, l'accompagnement aujourd'hui, donc sur le site impôt.gouv est rassemblé de l'information très utile pour vous. Donc, il y a des foires aux questions. Là aussi, j'ai laissé parce que ce sont les termes qui sont utilisés. Il y a des fiches pédagogiques. Qu'est-ce que la facturation électronique? Qu'est-ce que ça va changer dans la règle de gestion? Alors, c'est identifier TPE, PME. Les choses vont bouger un petit peu, mais globalement, ça vous donne des informations générales et de bonnes pratiques pour faire ce choix éclairé. Et donc, vous avez toute la documentation, y compris la documentation très technique sur les normes qui sont rassemblées sur le site impôt.gouv professionnel. Donc, vous avez accès effectivement à notre site et qui rassemble l'information. Ce que je souhaite juste mettre en avant, peut-être, ça doit être sur la slide suivante. On a conçu un logigramme pour orienter un petit peu, donner des informations pratico-pratiques, généralistes sur la réforme, le calendrier, et en fonction de votre situation, donc on propose un choix de la taille de l'entreprise, de l'activité. Bon, on cite des situations tout à fait particulières. On a vu la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. On a aussi toutes les activités qu'on n'a pas abordées,
de location meublée aussi, voilà, qui peuvent potentiellement rentrer dans le périmètre. Donc, on n'a pas voulu aujourd'hui vous inonder d'informations. Et en fonction des questions, il y a 4 questions, hein, c'est pour ça qu'on vous dit que ça dure 2 minutes. Vous allez pouvoir, ça va vous sortir un petit fascicule d'une dizaine de pages sur la réforme, le calendrier, quels sont effectivement, qu'est-ce qui va changer pour moi. Et ensuite, comment m'orienter pour le choix de la plateforme. Donc avec un petit 2 pages qui vous est donné. C'est téléchargeable, vous pouvez effectivement le lire tranquillement, l'échanger avec peut-être votre conseil ou lorsque vous échangez avec un opérateur de facturation. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite vous exposer. Alors maintenant, quand vous entrez sur le site impôts.gouv, c'est le premier, effectivement, tout de suite en première page, vous ne pouvez pas le louper, hein, donc facturation électronique, et ça vous renvoie sur ce questionnaire que je vous invite vivement à aller voir si vous posez des questions, et ça peut vous permettre de mûrir votre réflexion et de vous poser peut-être les bonnes questions. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cet accompagnement. Alors bien sûr, nous, on se tiendra à votre disposition, puisque nos services vont se mettre aussi au service des impôts des entreprises, hein, qui sont quand même vos interlocuteurs privilégiés. Vont pouvoir, on va mettre en place donc un numéro national sur lequel vous allez, si vous avez quelques interrogations sur la réforme, alors le cadre général, les éléments importants liés à votre activité et vos spécificités. Par contre, on ne va jamais vous dire c'est telle plateforme plutôt que telle plateforme. Enfin, vous comprenez bien qu'on a ce principe de neutralité. On va vous donner des grands éléments pour bien comprendre la réforme. Mais je pense qu'il est surtout important de regarder quels sont vos besoins par rapport à votre gestion de votre facture pour faire votre choix. Ce qu'on met en avant, c'est pas la peine de choisir une Ferrari pour rouler sur une route départementale. Voilà, donc adapter peut-être votre choix par rapport à vos besoins, parce que bien évidemment, ce sont des nouveaux outils qui vont s'ouvrir à vous pour votre gestion. En discutant, il y a des opérateurs d'énergie qui vont proposer de voir l'évolution de la consommation énergétique. Ça va proposer effectivement de voir effectivement les éléments de trésorerie. Donc voilà, bien sûr, effectivement, ça va être l'analyse de données. Ça va vous proposer beaucoup de solutions dans vos activités pour bien gérer votre activité, chose que vous aviez souvent au moment d'édition des comptes de manière annuelle un peu tardive. Et là, vous aurez les informations un peu plus directes. Donc, on va laisser les personnes qui le souhaitent ouvrir leur micro pour poser des questions. J'en ai une seule sur le chat en direct. Qui envoie les données de paiement, le fournisseur ou l'acheteur? Alors, les données de paiement, ce sont le fournisseur. En fait, donc le fournisseur, il émet soit sa facture, soit effectivement il a un client particulier. Très clairement, il peut avoir un ticket, son ticket Z. Et c'est à partir de là que ces informations vont être transmises donc à la plateforme agréée qui va les adresser cette fois uniquement les concentrer et les transmettre à l'administration fiscale. Donc ces informations ne sont jamais transmises. Par exemple, on peut avoir un client particulier. Le client particulier, vous le remettrez toujours éventuellement s'il le souhaite ou pas, parce qu'effectivement on dématérialise quand on passe de plus en plus la remise du ticket de paiement, ça ne se change pas. Par contre, la donnée sera transmise directement à partir de vos données, soit un TPE, soit effectivement votre logiciel de facturation à la plateforme qui les transmettra à l'administration fiscale. Prochainement aussi, on diffusera donc un numéro dédié du centre de contact de la direction des finances publiques qui sera mis à disposition. Donc, on est ravis d'avoir pu vous accueillir aujourd'hui, proposer ce temps d'échange et pour que chacun puisse du coup aborder la facturation électronique avec plus de confiance et en tout cas on espère de visibilité. Je remercie Madame Gontard et M. Salomon d'avoir pu se rendre disponible et d'avoir permis l'accès à l'information pour accompagner au mieux les acteurs du territoire agricole
jeunes, notamment aujourd'hui, avec la présence de ce séminaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.